Bonjour à tous, donc merci d'être venus ici pour entendre parler des valeurs du monde dans une journée qui est tout à fait en phase avec ce dont on va vous parler, puisque vous savez qu'il y a en ce moment une alerte orange canicule sur notre beau pays. Alors, si on se focalise sur le bâtiment, dans les choses qui peuvent venir en tête dans cette affaire, les bâtiments évidemment partout dans le monde, ils sont adaptés aux conditions climatiques locales. Hein, on ne fait pas d'igloo à Paris et quand on est au tropique, on ne construit pas de bâtiments avec un chauffage central. Donc les bâtiments, ils ont toujours été adaptés aux conditions locales. C'est bien pour ça du reste que les vieux bâtiments historiques, ceux qui font que les touristes se baladent partout, sont très différents entre chez soi et chez les autres. C'est pour ça qu'on va voir ceux des autres, c'est rigolo. Et tout ça est simplement lié au fait que c'est adapté aux conditions climatiques locales. Du coup, si les conditions climatiques locales changent, eh bien vos bâtiments commencent à sortir de leur zone de confort, et puis à un moment, ils peuvent en sortir suffisamment pour ne plus être capables de remplir les fonctions qui étaient celles qui leur étaient dévolues. Alors dans les choses qui peuvent se passer, vous avez des effets qui sont des effets dus à des événements dits extrêmes, c'est-à-dire qu'à un moment, il y a quelque chose qui sort du cadre de manière forte, et votre bâtiment perd ses fonctionnalités. Donc il peut être inondé, il peut être détruit par le vent, il peut être détruit par une sécheresse extrême. Vous vous rappelez probablement qu'en 2003, le premier dommage assuré pour les bâtiments, c'était la fissuration des murs, à cause de la sécheresse. Ils peuvent aussi être victimes, dans le monde technologique qui est le nôtre, de choses qui sont plus subtiles, genre la défaillance de l'électronique qui commande les ascenseurs, ou je sais pas quoi. Donc il peut y avoir un certain nombre d'éléments qui rendent le bâtiment de moins en moins apte à remplir ses fonctions. Si aujourd'hui, par exemple, vous avez à Houston un bâtiment qui ne peut plus être climatisé, je pense que sa valeur locative baisse un tout petit peu par rapport à un bâtiment standard. Donc voilà, donc c'est le but ce dont on va vous parler ce matin, c'est face à une évolution qui est et qui restera à jamais impossible à caractériser dans le détail, j'insiste là-dessus, hein, on est sur de la décision en univers partiellement inconnu, c'est ça tout le charme de ce dont on va vous parler. Donc face à une évolution qui restera à jamais impossible à caractériser dans le détail, comment est-ce qu'on peut quand même s'outiller au mieux pour essayer de comprendre à quelle sauce on pourrait être mangé et qu'est-ce qu'on peut faire comme mesure préventive ou préventivo-adaptative, je ne sais pas comment il faut dire, qui restent des mesures raisonnablement sans regret, c'est-à-dire qu'on se dit c'est vraiment intéressant de faire ça plutôt que de ne pas le faire. Transolar, we run projects all over the world really. We have an office in Stuttgart, Paris, New York, and also Munich, and our projects are related to every kind of climate in the world, pretty much. And so, you know, we're used to working with various climates, and that mentality already puts you into a context where people talk about various climates, spatially, but also in terms of time, changing climates in time. Yes, we meet a lot of developers that are interested in these topics. We had the chance to work in the LEED context, to work on resilience due to climate change. How do buildings, how can buildings designed in a more resilient way to deal with climate change? And I think this will be a little bit the topic of the presentation we're giving later on. Yes, you know, speaking about solutions, so I just wanted to show you what we would consider a resilient building versus a conventional building, and you know, features such as exposed thermal mass help with making a building, let's say, more climate responsive today and also in the future. That's pretty much the message that I would like to pass on today. So what works today will also work in the future. So what's climate responsive today will also be climate adaptive in the future. So things like an exposed ceiling slab versus, you know, a suspended ceiling in order to release the thermal mass, external shading as opposed to internal shading, the option to naturally ventilate during the day and at night versus mechanical ventilation only. Remember, isolation versus you know, connecting to the outside, which also changes the experience actually of the occupants and the expectations. And then some technological ideas of, you know, conditioning
structures rather than air conditioning. So just to show you in terms of some data. So again, we like to analyze each of these moments of the year, and if you summarize all of that, we could actually demonstrate that a climate resilient building that outperforms today a more isolated building with mechanical ventilation will actually also outperform that building in the future, taking climate change into account. So it's not so much a question really of changing climate, I would say. It's more a question of having that mentality of adaptable design, climate adaptable design. Bonjour à tous, je suis responsable de développement durable à la foncière ICAD. On va vous présenter un petit feedback de l'étude qu'on a réalisée avec Carbone 4 sur notre patrimoine. Alors juste avant de commencer, un très rapide message. Jean-Marc le disait assez bien en ouverture. Ce qui nous a poussé à faire cette étude-là, vraiment, c'est que moi, en tant qu'expert développement durable, je vais à un certain nombre de conférences, de groupes de travail. Et à un moment, j'en étais un de I4C, peut-être que vous connaissez, qui s'appelle Club Vitech. Et donc, il y avait un gars de Météo France qui nous racontait voilà, le changement climatique, le GIEC, tout ça. Enfin, beaucoup de choses que tout le monde connaît, je pense, ici, ce matin dans la salle. Et je me suis posé exactement la question que Jean-Marc disait. Je me suis dit, mais ok, mais pour nous, à notre échelle, qu'est-ce que ça veut dire? Pour moi, ça a été vraiment le point de départ de me dire, il faut qu'on sache, pour nous ICAD, pour notre business, pour notre patrimoine, qu'est-ce que ça veut dire à notre échelle. Voilà, c'était vraiment le point de départ. Je laisse. Donc justement, ça va être la première question. Comment ce sujet des risques physiques, donc risques physiques que l'on oppose entre guillemets au risque de transition quand on parle de changement climatique aujourd'hui, notamment dans le secteur financier, vous avez dû entendre parler de ces deux termes. Donc risque de transition, c'est vraiment tout ce qui concerne les actions d'atténuation, donc de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Et les risques physiques, c'est tout ce qui concerne donc les conséquences physiques du changement climatique sur l'objet qu'on va étudier. Donc comment ce sujet assez nouveau est arrivé chez ICAD et comment ça s'est passé au niveau de l'introduction de la démarche? Effectivement, moi j'étais convaincu, on va dire, personnel et puis une expertise, mais ce n'est absolument pas suffisant. Dans un groupe comme ICAD, on est un groupe immobilier, des milliers de personnes, voilà, beaucoup de bâtiments. Donc moi j'avais besoin d'une expertise, mais ce n'est pas suffisant pour faire une décision, même si je peux être très persuasif. Donc ce qui s'est passé, comme très souvent dans ce genre de décision, c'est un ensemble de facteurs, en fait, c'est un ensemble de parties prenantes qui ont poussé dans le même sens. À plusieurs moments, il y a à peu près 2 ans, on a sondé nos parties prenantes, déjà en interne, nos propres collaborateurs qui ont fait remonter le sujet du climat assez fort, nos locataires, qui sont nos premiers clients en tant que foncière, qui ont mis aussi le sujet du climat et de l'adaptation assez fort. On a fait ce qu'on appelle une matrice de matérialité, je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est pour croiser voilà, les facteurs. Et puis on a un COS RSE qui implique notre comité exécutif avec des experts externes. Et c'est vrai que les experts externes, divers et variés, nous ont poussé aussi sur ce sujet-là. Donc tous les sons allaient dans le même sens. Tous les sons allaient dans le même sens, donc j'avais plus trop besoin de m'énerver pour essayer de convaincre en interne. En fait, voilà, c'était évident qu'il fallait aller sur l'adaptation. Alors c'est vrai que nous, on a comme beaucoup de grands groupes immobiliers, fait d'abord un focus et des actions historiques, on va dire, sur l'atténuation. Et c'est toujours le cas, on a moins 40% de CO2 visé à 2020. Quelque chose d'assez classique aujourd'hui, mais l'adaptation c'était quelque chose d'assez nouveau, pas le sujet, mais en tout cas de l'attaquer dans une entreprise comme ICAD il y a 2 ans. Donc voilà, c'est ce qui nous a permis vraiment d'ouvrir les clés là-dessus. Et donc après, moi j'ai commencé à sonder un petit peu qui étaient les experts, qui faisaient quoi, et Carbone 4 est arrivé au bon moment, avec une expertise assez convaincante. Donc on a demandé à Carbone 4 de vraiment zoomer sur l'Île-de-France et nous dire à quelle sauce on était mangé sur le changement climatique en Île-de-France. Sur les bâtiments. L'objectif, c'est vraiment de comprendre quels sont les bâtiments les plus à risque. Notre approche, c'est une approche bottom-up, dans le sens où on va construire des informations de risque à l'échelle de chaque bâtiment, avec des informations spécifiques à chaque bâtiment, qu'ensuite on peut agréger à l'échelle des parcs et du portefeuille, si l'on veut. C'est également une approche multi-aléas. On va regarder plusieurs aléas. On ne va pas se focaliser uniquement sur les vagues de chaleur. On a regardé 11 aléas climatiques en tout. C'était une vision assez exhaustive en termes d'aléas climatiques. Et donc on va croiser des informations spécifiques à chaque bâtiment et des informations
qui décrivent l'évolution du climat et les vulnérabilités des différents types de bâtiments à ces aléas. C'était vraiment un très bon accueil sur les résultats et il y avait un réel intérêt de chacun des départements qui étaient présents. Et chacun voyait déjà se projeter dans l'utilisation qu'il pouvait faire de ces résultats. L'investissement, oui, moi il me faut ce type d'information en amont de mes cycles d'investissement. Enfin, vraiment, tout le monde y voyait une information utile.